Nous parlerons d'une thématique assez grave, à savoir cet attouchement qui se serait produit dans une école du Moule. Nous recevrons des parents et une partie de la communauté scolaire qui a tenu effectivement à témoigner de cet événement qui est assez marquant. Ce sera après la coupure pub de 19h30 et pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le lundi 7 décembre 2020 et vous l'aurez constaté, il est assez compliqué de trouver de l'essence sans plomb en ce moment, mais pas de panique, il ne devrait pas y avoir de pénurie globale en Guadeloupe. Lors de travaux urgents opérés par la SARA en interne, des infiltrations d'eau se sont produites. La présence d'eau a donc été détectée lors de contrôles au poste de chargement la semaine dernière. La SARA a donc travaillé ce week-end à stabiliser la situation et assure un retour à la normale dès aujourd'hui. L'entreprise reste tout de même vigilante sur tous les chargements afin d'éviter les mauvaises surprises et afin de rattraper le retard, elle a élargi la plage horaire de mise à distribution du produit de façon à ce que tout le monde effectivement puisse faire le plein assez rapidement. Et on part du côté de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes où la colère gronde. Effectivement, les salariés ont un certain nombre de réclamations. Regardez. Là, nous debout devant la CSBT parce que nous déposons un préavis de grève le 9 octobre. Il va se voir nous le 14 octobre pour 3 points. Premier point là, c'était nous payons prévoyance à l'AG Désert. Il y a l'argent tous les mois, prélèvement direct, et jusqu'à aujourd'hui là, il n'y a pas déclaré dans l'agence là. Nous devons dire nos camarades, Fabienne, ils font un AVC, je l'ai handicapé, et ils ne peuvent pas toucher l'argent à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas déclaré nous au niveau de l'AG de zéro. Et aujourd'hui là, ils ont tamé un licenciement contre lui, et en même temps, il n'y a pas régler le problème au niveau de l'AG de zéro. Deuxième butin, nous commandons aujourd'hui là à rembourser l'argent à nous, et aussi à dédommager Fabienne parce qu'ils ont laissé l'argent. L'autre butin là, nous commandons aujourd'hui là à régulariser nous par rapport à arrêté le 14 mars 2014. Jusqu'à aujourd'hui là, pas de réponse. Nous avons été le 14 côté M. Abeli, et jusqu'à aujourd'hui là, nous n'avons pas rien retour. Nous avons cherché à comprendre qui est intention à chaque monde. En pays là, ils font un sondage, ils disent qu'il y a de l'eau important. Si de l'eau important, fait des agents importants aussi. Or, camarade a expliqué, il prend l'argent si yo, dans le cas de la prévoyance, il va dire pour prestation retour. Et prestataire là qui permet de dire, il faut les camarades signer avec des contrats antidatés de 2018. Nous ne pouvons pas accepter l'habitat sans pongeant. Donc, là, quand la communauté d'agglo, puis prend sa BTA. Donc, le président là, il recevra nous, et il dit nous, tant ces questions-là, ces questions à délibération là, il pas ni à rien s'appliquer les textes, mais il peut rien décider de rembourser les camarades tout l'argent prélevé. Et il peut rien décider à respecter des délibérations à le 24 juin 2014 concernant l'organisation de travail là, en disant secteur à les camarades. Troisième bité qui est important pour nous, et ça va là pour tout con à cette rose, c'est à venir à les camarades dans un syndicat mixte ouvert qui attend vers un syndicat unique de l'eau. Nous ne pouvons pas accepter que la CSBT qui n'a ni 300 000 € pour payer Nicolin, là il ni pour Azodi, quand il dit qu'il est rentré, là, dans un syndicat mixte ouvert, avec qui l'argent? C'est tout ça nous voulons savoir. Et qui a venir à les camarades dans ce syndicat-là? Donc ces questions-là précises, et il appartiennent, si les deux premiers points, c'est appliquer les textes. Nous ne pouvons pas négocier avec. Par contre, troisième point là, qui c'est syndicat mixte ouvert et sort à les camarades, nous ne pouvons pas dire tout bitin, si effectivement il fait, y compris donc de plan de départ, mais à donc cadre précis et organisé. Donc voilà là, nous avons dit, M. Abeli, pour c'est mon essentiel pour ça plus important qui sait qu'à passer en Guadeloupe, c'est question à de l'eau, question à se travailler dans l'eau, mais nous avons dit nous peut des mots ça et c'est pour ça que les camarades prennent décision. Il y a là des mains jusqu'à 10h30 pour recevoir, à penser qu'il faut porter les réponses qu'il faut, et bien c'est les camarades qui prennent les dispositions pour les jours qui viennent si pas de réponse sérieuse. Un reportage signé Olivier Félix et noté que le syndicat unique, ce fameux syndicat unique, devrait voir le jour a priori en septembre 2021.
Et on reste sur le front social avec la mobilisation des agents de la clinique choisie au Gosier. Les salariés dénoncent des conditions de travail, de mauvaises conditions de travail, notamment dans le service d'hospitalisation à domicile, avec des véhicules d'intervention sans frein, par exemple. C'est sans compter le versement de la prime Macron pour la présence lors du pic épidémique de Covid-19 qui n'a toujours pas été réglé. Le reportage de Michel Depape. Nous avons fait grève aujourd'hui là parce que nous avertis directement en nous, parce que nous dit les conditions de travail des services que nous avons spécialement, c'est l'HAD, d'accord, et qui n'a rien pas qu'à y. Ces salariés-là, HAD-là, qui arrivent à travailler avec un voiture qui n'a pas ni foin. Nous ne pouvons pas accepter ça. C'est mettre en danger salariés en nous, collègues en nous. C'est pas possible. En 2020, d'accord, que clinique choisie qu'a envoyé un salarié, infirmière ou aide-soignant travaille avec un malade. Il y a des kilomètres à faire parce que c'est de la HAD et qu'il n'y a pas ni en voiture sûre, il est obligé de mettre par pain pour payer une voiture parce que le foin n'a pas qu'à fonctionner. Nous déroulons là parce que nous arrêter ça. Si nous continuons à accepter ça, demain, à part une voiture sans foin que prend pour aller travailler, mais c'est autre chose. Ces salariés-là qui ont fait agresser à domicile à patient-là, par patient-là, par famille à patient-là, c'est pas normal non plus ça. Ces salariés-là qui ont signalé à tout cadre qu'il y a un problème là, ça depuis X temps, il n'y a pas qu'à bouger. Donc nous ne pouvons pas accepter, nous lutter à sujet TG, que salariés cliniques choisis qui mettent vie en danger pour qu'ils soigner un patient. Fait directement en nous tendre ça. Nous mobiliser aussi aujourd'hui là, c'est pour prime Macron. Nous mettons prime Macron dans l'ordre du jour à 2 réunions plénières que nous avons. Donc depuis le mois dernier. Ça a fait deuxième réunion que nous avons et le directeur là qui a dit nous ne pouvons ni rien. Nous faisons expertise comptable en nous qui a dit nous ni l'argent. Il toujours qu'à pleurer pas jamais ni l'argent, pas jamais ni l'argent. Donc il s'agit des bas salariés, pas jamais ni l'argent. Nous avons droit et devoir en nous, donc nous commandons prime Macron en nous et les meilleures conditions de travail pour la clinique de Choisy, pour le personnel de la clinique de Choisy. Et nous pouvons rester debout tout le temps qu'il faudra pour nous avoir de meilleures conditions de travail pour salariés cliniques choisis et pour obtenir, suite à gain, travail en nous. Et suite à la fermeture des urgences cardiologiques et post-urgences du pôle soins cliniques, la direction du CHU de Pointe-à-Pitre s'exprime. Pour Gérard Cotellon, il ne s'agit aucunement d'une cabale contre le docteur Mona Edreville, mais d'une volonté de respecter la loi et d'aider à une meilleure prise en charge des patients. Selon ses dires, ces 2 unités, donc qui étaient dirigées par le docteur Edreville, n'étaient pas efficaces et perturbaient justement l'activité du service de cardiologie. Reste à se demander pourquoi effectivement ces services ont été maintenus plusieurs années durant après leur création et remise en question très récemment. Je crois que ça date de l'année dernière effectivement où ils ont soulevé la problématique. Les réponses dans le reportage. Mais c'était plutôt une mesure qui visait à essayer de raccourcir le délai de prise en charge des patients. Alors, il s'est avéré que sur le long terme que les objectifs n'ont pas été atteints parce que, comme l'a pu l'expliquer le directeur général, il faut une équipe beaucoup plus étoffée pour pouvoir répondre à cette demande et que globalement la communauté cardiologique de l'hôpital était trop sollicitée et trop peu nombreuse pour répondre à l'ensemble des sollicitations, ce qui pouvait en plus des prises en charge des urgences qui sont déjà longues de façon générale, donc ça n'a pas impacté de façon très positive sur la durée d'hospitalisation. Et j'espère que toutes les décisions que je prends sont réfléchies. La décision n'a pas été prise du jour au lendemain, elle a été concertée avec le directoire qui est l'organe de gestion de l'organisation médicale au CHU, qui est une instance que je réunis tous les 15 jours. Et donc, je veux dire, nous ne sommes pas dans la personnalisation du débat.
Nous sommes dans quelle est la meilleure organisation des soins qu'on peut mettre en place dans cet établissement pour prendre en charge les patients. Et c'est ça le sujet et rien d'autre. Donc c'est vraiment un problème de continuité des soins avec une activité où l'ensemble des cardiologues de cet établissement doivent participent déjà d'ailleurs à la prise en charge des patients cardiologiques dans cet hôpital. Il a été trouvé plus rationnel, fort logiquement, de regrouper les moyens, de retravailler la collaboration avec le service des urgences à partir d'une seule équipe. Donc l'objectif de réduction du délai de prise en charge reste un objectif important parce que que ce soit les patients cardiologiques ou autres, nous sommes très pleinement conscients que la prise en charge des patients est trop longue. Le délai entre le moment où ils sont vus et le moment où ils vont être hospitalisés ou vont sortir est encore trop long. Et on travaille dessus de façon rapprochée de façon à ce que notamment les praticiens qui se relaient pour donner des avis aux urgences soient le plus disponibles possible au moment où ils sont d'avis, c'est-à-dire qu'ils sont mobilisés pour les avis. En gros, pour faire simple, on lui reprochait effectivement d'avoir à prendre en charge trop de patients et qu'à elle seule, elle n'aurait pas pu assumer justement la continuité des soins en question, même si les réclamations étaient quasi inexistantes pendant effectivement l'existence de ce service. Et dans l'incompréhension, les patients de la cardiologie et plus singulièrement du docteur Mona Edreville s'inquiètent pour leur prise en charge à venir. Un comité de soutien s'est rassemblé devant l'accueil de l'hôpital pour lui manifester justement son soutien. Le reportage. Le chantier continue, il n'a pas de retard, donc il continue. Il faut savoir que nous n'avons pas de patients qui ont des problèmes cardiovasculaires en Guadeloupe. Et c'est Edreville Mona qui a soigné en l'eau à dans eux. Donc, on ne peut pas comprendre comment tout d'un coup, pour des problèmes de personnes, donc il n'y avait pas mis les mains dedans, mais quand même les mains dans le problème professionnel. Comment on peut supprimer un service cardiologie, urgence, qui peut recevoir les gens et qui soigner les gens qui sont en difficulté. Les patients qui sont privés de soins se sont mobilisés, donc il est tout à fait normal que nous soyons là avec eux à leur côté pour continuer à insister et à dire qu'il y a des choses qui se font et qui ne devraient pas se faire, des choses qui sont contre vraiment l'intérêt des malades et ça, on ne peut pas accepter ça. Il faut dire que c'est un service qui subit depuis un certain temps des pressions pour survivre. Et depuis la semaine dernière, il y a une note de service mettant fin au fonctionnement de ce service. Nous disons que nous sommes dans un pays où nous avons énormément de patients qui sont en comorbidité, comme on dit si bien depuis le Covid. Et ce sont des patients, pour près de 33% de la population est hypertendue. Environ 10% diabétiques, sans compter le phénomène d'obésité qui se développe à vitesse grand V. Donc tous ces patients, ce sont de potentiels, pour certains ils sont déjà suivis au niveau du cœur, mais ce sont de potentielles personnes qui auront forcément recours à la prise en charge en cardio. Le 4 octobre, en fond malaise, ils ont mené moi en cardiologie, urgence. Eh bien, si on doit tomber encore, en pays là. Parce que, comment les employés, comment les médecins qui arrivent à travailler dans des conditions aussi misérables, comment les malades là, ils ont souffert, ils ont crié, à peine pour voir le monde. Et ces infirmiers là dépassé, ni trop de problèmes. Donc, cri en moyen là, son cri d'alarme, son cri de la souffrance, c'est un cri de cœur. En cas de dire, monsieur côté long, arrêtez ces magies-là qu'il a fait là. Nous sommes en période de pandémie Covid. Quand nous entendons les avis d'obsèques, il y a énormément de gens qui décèdent. Et parmi eux, il y a certainement, forcément, les statistiques nous le diront, des gens qui ont été victimes d'infarctus. Donc nous sommes, et quand on dit aussi, il faut surtout faire attention aux personnes qui sont à comorbidité, nous disons à quel jeu on joue dans ce pays. Donc nous sommes là, le collectif de défense du CHU,
est là à côté des patients et nous continuerons ce combat avec eux. Un reportage signé Maxime Morel. Et dans le même temps, la préfecture et l'agence régionale de santé effectuent une visite de chantier du nouveau CHU de Perrin aux Abîmes. L'occasion de constater l'état d'avancement des travaux, notamment les travaux d'aménagement des espaces verts avec palmiers royaux, tout ça. Regardez. Le chantier continue, il n'a pas de retard, donc il continue ses travaux. C'est important de venir vérifier que les travaux avancent correctement. Et puis là, on a décidé de faire un petit pas de côté, c'est-à-dire de regarder l'insertion de ce grand bâtiment, de ces grands bâtiments, dans son milieu naturel. Et donc on est venu voir sur le côté, à l'endroit où un certain nombre d'arbres et de plantes sont déjà plantés. Ils sont en train de se développer, on les voit derrière moi, pour qu'une fois que le CHU sera mis en service, eh bien, il s'insérera correctement dans son milieu naturel. On a parlé beaucoup de parasismicité, des problèmes de cyclone, de la résistance de ce bâtiment, de ce nouveau bâtiment aux crises sanitaires futures. On en a connu une en ce moment, mais il y en a malheureusement d'autres probablement. Donc il est effectivement conçu pour respecter toutes ces conditions extrêmes en réalité, et c'est ce qui fait un CHU exceptionnel, mais c'est pas pour autant que nous avons évacué ou oublié les caractères environnementaux, la qualité des lieux, la qualité des espaces dans lequel la végétation est partie prenante dans le projet depuis le départ, par cette zone, mais aussi à l'intérieur dans des patios, mais aussi dans un bâtiment qui se veut avoir avec une empreinte environnementale la plus faible possible, avec un niveau bien sûr d'exigence et de fonctionnement très élevé. Il y a 1000 arbres et 35 000 plantes qui sont en train d'être développées, qui vont se planter, beaucoup ici dans cette partie-là, mais aussi beaucoup à l'intérieur. Dans l'allée Caraïbe, il y aura des arbres, dans les patios de chaque bâtiment carré, et puis sur les parkings aussi, il y aura un certain nombre d'arbres. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'insérer ce bâtiment, tout ce béton qui est là, qui est indispensable, mais de l'insérer dans un milieu naturel. Un bâtiment qui s'insère dans son terrain naturellement, sans faire des modifications, des gros chamboulements du terrain. On n'est pas là pour démonter les terrains de la Guadeloupe. Mais en même temps, en recréant une végétalisation, on est parti avant de monoculture, de la canne à sucre, et là on a réintroduit des plantations indigènes, des petites Antilles, qui se développent naturellement ici. Ça c'est un des aspects importants de l'insertion dans le site. Un autre, c'est la volumétrie des bâtiments qui est décomposée. C'est pas un gros machin, un gros ensemble, un peu lourd. On a en plusieurs bâtiments interconnectés, ce qui lui donne un caractère plus accueillant, plus humain, plus à l'échelle d'une culture urbaine locale. Et puis aussi dans la conception environnementale, il y a des aspects sur l'énergie où on protège tous les bâtiments du rayonnement solaire, les façades et les toitures, de manière à ce qu'on consomme moins d'énergie, à déshumidifier l'air à l'intérieur des bâtiments et à rafraîchir l'air. Et maintenant, place à mes invités. Je reçois Émilie Ruel, qui est ergothérapeute. Elle est en compagnie d'Hippomène Grandisson, directeur de l'AGSPH, l'association guadeloupéenne de soutien aux personnes handicapées. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, parlez-nous déjà des activités de l'association qui fête ses 20 ans cette année. L'AGSPH, Association guadeloupéenne de soutien aux personnes handicapées, c'est une association créée en 2000 et qui a comme mission principale d'accompagner les personnes en situation de handicap au domicile à partir d'un certain nombre de services que nous avons. Un service d'accompagnement à la vie sociale qui intervient sur notification de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Un centre de ressources qui intervient principalement sur les aides techniques et l'accessibilité du cadre bâti. Un centre de formation, un service Handipact Guadeloupe, pacte territorial qui essaie de faciliter l'accompagnement des acteurs locaux pour une meilleure inclusion professionnelle. Donc, jeudi 10 et vendredi 11, nous avons un colloque pour mesurer un petit peu le chemin parcouru et voir comment nos pratiques ont pu effectivement, nos missions, nos pratiques ont pu effectivement permettre aux personnes en situation de handicap d'avancer. Et bien sûr aussi. Ça prend du temps. Hein. Ah ouais, ça prend du temps. Avec les partenaires aussi, que nous avons de nombreux partenaires qui vont intervenir,
tant effectivement sur les aides techniques, sur les loisirs, l'accessibilité du cadre bâti, tout un certain nombre de thématiques qui accompagnent tous les jours la vie à domicile des personnes en situation de handicap. Alors vous avez une ergothérapeute qui vous accompagne. Quel est le rôle de l'ergothérapeute dans la gestion justement de la vie de la personne porteuse de handicap ? Alors, l'ergothérapeute a vraiment plusieurs casquettes possibles au sein du CRICAT. Donc, moi, je suis l'ergothérapeute du CRICAT. On est 2 ergothérapeutes sur la structure. Je m'occupe donc, comme le disait M. Grandisson, d'aller au domicile des personnes, d'évaluer en fait leurs capacités, leurs difficultés dans leur vie de tous les jours et d'essayer de trouver des solutions les plus pratiques, adaptées possibles pour qu'ils puissent être le plus autonomes et indépendants possible dans leur vie de tous les jours, à domicile, mais aussi dans le milieu du travail, pour qu'ils puissent avoir accès, comme tout à chacun, à un travail qui leur soit le plus adapté possible. Donc on sait que techniquement, il y a beaucoup d'avancées. Donc est-ce qu'on peut dire qu'on peut autonomiser une personne handicap, on peut faire en sorte qu'elle soit autonome dans son domicile ? Heureusement, on peut le dire. Très bien, très bien. Voilà. Très bien, puisqu'on sait qu'il y a des dispositifs normalement qui sont pris en charge par certaines collectivités pour avoir certains aménagements, puisque c'est quand même assez coûteux, il faut le dire. Tout à fait, tout à fait. Mais nous essayons, avec les équipes qui sont en place, les dispositifs qui existent, on essaie d'accompagner au mieux ces personnes de façon qu'elles puissent être au maximum, le plus autonome possible au domicile. Donc, il s'agit effectivement dans notre jargon, on appelle PCH, des prestations de compensation handicap, mettre en place ces outils pour pouvoir leur permettre, comme l'ergothérapeute vient de dire, de les accompagner à la fois au domicile, à l'école, au travail, partout où la personne en situation de handicap peut effectivement souhaite se rendre. Peuvent se rendre. Voilà, tout à fait. Et est-ce que vous interpellez beaucoup les politiques, puisqu'on sait qu'on a énormément de retard en termes d'accessibilité? Est-ce qu'on travaille vraiment sérieusement à des évolutions de ce côté? Mais écoutez, ces dernières années, il y a eu un cadre réglementaire qui a énormément évolué. Le gros problème, c'est la question de l'argent. Toujours la question de l'argent, mais c'est vrai que les textes, les réglementaires évoluent. Nous travaillons avec le conseil départemental, puisque le conseil départemental finance un de nos services, le service d'accompagnement à la vie sociale. Nous travaillons aussi avec l'ARS, l'agence régionale de la santé, puisque l'agence régionale finance aussi un de nos services. Mais c'est vrai que nous devrions régulièrement faire plus avec moins de moyens. C'est toute la difficulté. C'est très compliqué quand même. C'est très compliqué. Et depuis 20 ans, nous pouvons effectivement dire que nous avons accompagné plus de 20 000 personnes en Guadeloupe. Donc on arrive quand même à faire du bon boulot, mais avec des moyens qui sont limités. Qui sont assez réduits. Donc si vous, à votre niveau, vous avez quand même 20 000 personnes que vous gériez, la problématique... Que nous avons accompagné sur les 20 ans. Sur les 20 ans, ouais. Ça veut dire que la problématique quand même est conséquente. Ah oui, tout à fait. Et les demandes ne cessent d'augmenter, puisque effectivement, la plupart du temps, mes collaborateurs me disent, M. Grandisson, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appels, il y a beaucoup de demandes, et aujourd'hui, nous avons une file active sur chaque service, au moins, je dirais, de 10-15 usagers pour lesquels nous n'avons pas pu répondre en temps utile. D'accord. Donc, il vous manque des mains et des moyens. Tout à fait, plutôt des moyens. Surtout des moyens, les mains sont là, les têtes sont pleines, mais il manque des moyens. Il manque des moyens, ça c'est clair. Bon. C'est bien d'avoir de grandes politiques. On interpelle encore une fois les politiques, puisque c'est vrai que le droit a évolué pour les personnes porteuses de handicap. Et techniquement, il devrait y avoir des améliorations assez conséquentes, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et aussi sur l'insertion, heureusement que des associations travaillent à l'insertion, puisqu'on est très loin des 6%, même des 6% qui sont requis dans les entreprises. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite idée du programme, justement, de ce colloque qui va se tenir quand même sur plusieurs jours? Je vais laisser Madame Rural de répondre. Dites-nous tout, Madame Rural. Voilà, donc notre colloque qui a lieu jeudi et vendredi prochain, le 10 et 11.
Alors, au départ, le colloque devait avoir lieu en présentiel, mais bien sûr... Le Covid est passé par là. Le Covid est passé par là. Donc, nous avons passé entièrement ce colloque en visioconférence, via Zoom. Donc, le programme, par contre, est resté exactement le même. On a réussi à conserver les mêmes invités, les mêmes intervenants. Donc, on a pris le parti de faire intervenir des intervenants guadeloupéens, bien sûr, mais aussi des intervenants venant de métropole qui vont pouvoir un petit peu étayer, de donner d'autres perspectives, etc., pour qu'on puisse évoluer tous ensemble. Donc, plusieurs thèmes selon les demi-journées pour que chacun puisse s'y retrouver selon ses intérêts, on va dire. Donc, une partie sur l'aide technique de l'évaluation du besoin, la mise en place effective. Ensuite, des outils pour mieux accompagner. Donc, sur cette journée, on a par exemple des choses qui sont un petit peu innovantes, c'est-à-dire l'impression 3D, par exemple, via les imprimantes 3D, pour les aides techniques, pour qu'on puisse imaginer soi-même son aide technique selon ce qu'on a envie et besoin. Pas forcément quelque chose qui se trouve dans le commerce. Le vendredi, donc, la prestation des CICAT. Donc, les CICAT, c'est les centres d'information et de conseils sur les aides techniques, donc l'équivalent de ce que nous proposons au sein de notre association. D'accord. Donc, qui est vraiment dans un contexte de besoins émergents. Donc, on va faire le point un petit peu sur tout ça. Et des tables rondes avec donc, une table ronde sur l'accessibilité dans la cité, le transport, le tourisme, les loisirs et le sport adapté, puisque ça, c'est vraiment une demande récurrente. On a aussi le droit d'avoir des loisirs quand on est en situation de handicap, bien sûr. Justement, et on voit des petites idées qui émergent, mais ça reste toujours à petite échelle. Voilà. À très petite échelle, et c'est pas généralisé sur le territoire. Et en général, c'est assez éphémère d'ailleurs. Voilà, donc on va essayer de reprendre tout ça lors de la table ronde. Et le vendredi après-midi, donc le thème, c'est repenser les pratiques d'accompagnement, où là justement, il y aura aussi un focus sur l'insertion et l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Très bien. Il y a beaucoup à dire aussi sur cet aspect-là. Voilà, donc on a essayé d'avoir vraiment des thèmes différents pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Alors ça se passera les jeudis 10 et vendredi 11 décembre de 8h à 17h. Tout se passera en visioconférence. Il faut se rendre sur quelle page, sur quel site pour avoir justement accès ? Alors, il faut s'inscrire en fait au préalable pour pouvoir recevoir le lien, le lien Zoom. Donc, soit sur notre site internet directement, donc www.agsph.org, ou bien en envoyant un mail à l'adresse suivante slouis, L-O-U-I-S, @agsph.org. Suite à ça, on vous envoie le programme avec tous les horaires et le lien Zoom, qui est très important pour pouvoir y avoir accès. Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être venus nous présenter justement ce colloque organisé, je le rappelle, par l'association guadeloupéenne de soutien aux personnes handicapées qui fête cette année ses 20 ans d'existence. Merci pour le travail que vous accomplissez auprès de ces personnes qu'on oublie régulièrement et qu'on vient chercher parfois, même pas pour les élections souvent. Ils sont même mis de côté pour les élections. C'est incroyable. Mais bon. C'est nous. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Et on enchaîne avec ce retour sur la mobilisation de la communauté haïtienne, particulièrement visée par des procédures d'expulsion ces derniers temps. 30 ressortissants devaient être renvoyés par charter aujourd'hui et les opérations de contrôle se multiplient. Une traque qui va à l'encontre de l'amitié entre les peuples et la compréhension de cette immigration qui, on le sait, quand même illégale, il faut le souligner. Ils étaient en tout cas rassemblés sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre samedi. Les images de Vianney Valverde. Nous, les Haïtiens, nous pas venus ici pour voler. Nous pas venus ici pour mener combat. Nous venons ici pour chercher la vie. Égal, puisque nous venons chercher la vie, le peuple français, il n'a pas connaître la situation à nous, il a oublié nous. Donc pour raison ça, nous, je dis là, nous avons des camarades haïtiens qui sont en situation irrégulière. Donc malgré la situation pas favorable, alors les autorités ont décidé pour fretter avion pour arrêter Haïtiens pour voyer aller en bas là. Et alors que yo ni madame ici, yo ni petite ici, c'est là qui y a qui ni 20 ans depuis qu'ils vivent ici. Donc nous, en tant que peuple haïtien, nous venons pour nous bailler force en nous, là, nous venons pour nous lutter, pour nous lever camper.
tout afro-descendant, c'est tout africain, c'est tout guadeloupéen qui a touché. Parce que là, dans cet an, nous, eh bien, ils prennent en Afrique pour déporter, réduire l'esclavage, ils mettent tout partout. Ça veut dire que là, on touche un haïtien, on touche une famille en moins. On touche une famille à CIPN, et donc il faut nous dire bout. Il faut nous dire bout aussi pour dire que ça injuste, que ça discriminatoire, que l'État français a choisi une communauté. Donc, quand nous peut dire les autorités, déjà, il y a ces autorités. Donc, nous campons aujourd'hui là pour nous dire non, nous comprenons ce qui est passé. Donc, nous campons, nous disons non avec cette situation injustice là, ça, pour repenser, connaître nous c'est noirs, nous sommes peuple aussi. Donc là, c'est pour rentrer dans la conscience à eux, parce que nous tous nous sommes humains. Le monde c'est à la France. Français tout partout dans le monde, sur tous les continents. Ils n'ont pas jamais dans une situation illégale comme par hasard. Et yo à présent, eh bien, là vous voyez, eh bien, les Haïtiens ici, dans le pays à ancêtres, parce qu'il y a une famille ici, parce que la Guadeloupe qui fait partie de la Caraïbe, parce qu'Haïti qui fait partie de la Caraïbe, et que la France en Europe et qu'il y a osé venir prendre 30 personnes. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. N'oubliez pas effectivement qu'il y a des petits soucis d'approvisionnement en samplon depuis quelques jours. La SARA a effectué des travaux sur son réseau et visiblement il y a eu des infiltrations d'eau. Donc ils ont dû faire le nécessaire. Le retour à la normale, c'était donc aujourd'hui. Et là, ils ont augmenté leur plage horaire de livraison aux transporteurs et donc à leurs clients. Et la situation devrait revenir à la normale dans les prochains jours, d'ici demain ou après-demain. En tout cas, il ne devrait pas y avoir de pénurie de carburant, donc pas de pénurie de samplon. Une bonne nouvelle. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal qui a pris un peu de retard. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale et nous parlerons de cette affaire justement d'attouchement sexuel dans une école de Moule, dans une école du Moule. Une affaire visiblement très grave, des parents ont tenu à témoigner et on les reçoit juste après la coupure pub. Mais avant cela, je dis bonsoir à Marie-Michel Green Mistoko, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à Patricia Chatonnet-Rivaudet, bonsoir à Sef Cité, bonsoir à Vanessa JW, bonsoir à T Cerise, bonsoir à El Canario Valentino Cardona, bonsoir à Marie-Hélène Borès, à Grégory Hall également, à Olivier Doc, à Katia Boyot, à Odin Caramel, à Johanna Bon également, bonsoir à Juan Carlos de la Vega, bonsoir à Mikey Sweezy, à Lucette Afoy, à William Cancel, à Mimi Pandba, à Pitchy Wap, à Mélissa Palamed et je dis un bonsoir à Tati Véronique et je lui fais plein de bisous pour mes cadeaux d'anniversaire. On se retrouve après la coupure pub.